Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Jean-Christophe Menu, bonjour, bonsoir. Et salut. Merci beaucoup de passer à ce micro. Mais merci à vous. On a fait 6000 km pour cette entrevue. À pied? Oui. À la nage. C'est meilleur pour le cardio. Bon. De toute façon, votre pays, il n'existe plus vraiment, là. C'est ça qu'on entend depuis qu'on est ici. Hein? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas envie de parler de ça. C'est normal. C'est normal. On déménage au Groenland. Oui, voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Et au Panama non plus. Finalement, on est un peu dans la merde. Alors, Jean-Christophe Menu, auteur, éditeur, penseur aussi de la bande dessinée. Oh, c'est de bien grands mots. J'ai fait un peu de réflexion, quoi. Ouais. Ben là, quand même un peu de réflexion. Beaucoup de réflexion. Très bonne réflexion. Bon, oui, bon, d'accord. Comment dire j'ai surtout fait une thèse, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui font une thèse de doctorat. Mais je pense que tous tes textes dans les éprouvettes, là, c'était quelque chose. L'éprouvettes, oui, plate-bande, puis... Plate-bande, d'ailleurs, qui célèbre son 20e anniversaire. Hein, oui, c'est exact. Ouais. Oui, c'était il y a 20 ans, ici même, à Angoulême, exact, oui. Oui, et d'ailleurs, plate-bande, qui est... Bon, certains définissent cette plaquette comme un essai. Moi, j'ai comme l'impression que c'est plus un cri du cœur. Oui, c'est... Le mot pamphlet convient mieux parce que ça a été écrit en quelques jours, dans l'urgence, et puis je le revendique plus à 100% parce que oui, ça sent l'urgence, quoi. C'était un peu un appel au secours, mais il ne mérite pas, pour moi c'était quelque chose de très conjoncturel, ça ne méritait pas d'être considéré comme un essai ou de rester, quoi. D'ailleurs, j'avais eu le tort de mélanger des idées sur le long terme avec des petites polémiques du moment, et ça c'était une erreur parce que ça reste depuis 20 ans alors que c'était des réactions à chaud de quelque chose qui n'aurait pas dû durer plus de quelques semaines, quoi. Quand j'ai dit du mal de certaines personnes, par exemple, aujourd'hui je dirais du mal de d'autres, mais ça j'ai oublié comme polémique, donc c'est dommage que ce soit imprimé finalement. C'est un instantané d'une époque et d'un milieu aussi sclérosé. Il y a quand même des choses qui ont changé. Mais en relisant 20 ans plus tard Plate-bande, force est de constater qu'il y a quand même des trucs qui n'ont pas du tout bougé non plus. Ce qui me préoccupait, ça s'est passé en tout cas, c'est-à-dire la récupération des indés par les gros éditeurs, la vulgarisation, et puis la crainte que finalement on reparte un peu à zéro, que le cycle se termine et qu'on reparte à zéro. Et là, cette année à Angoulême, c'est un peu l'effet que ça me faisait, quoi. J'avais l'impression d'être revenu dans les années 89, 88, quand on faisait Globoff pour mettre les pieds dans le plat par rapport au milieu de la BD, où on était... On se sentait pas dans notre élément, quoi, pas respecté. Là, j'ai un peu l'impression que ça, quoi. Ça a beau faire 40 ans que je viens, j'ai l'impression d'être pas du tout respecté en tant qu'auteur ou exposant, quoi. C'est un peu un retour en arrière, quoi. Mais bon, on va peut-être pas parler beaucoup des polémiques Bondou et tout ça, mais en tout cas, moi je me suis senti concerné parce que j'ai essayé d'avoir des contacts avec le festival pour diverses raisons. Il n'y a pas d'interlocuteur, quoi. Et il n'y a plus de direction artistique depuis 2-3 ans. Et c'est un problème, quoi. On ne peut pas avoir quelqu'un du marketing, de la communication qui s'improvise comme ça des spots d'une manifestation, alors que de l'autre côté, l'association du festival d'Angoulême est dirigée par une autre personne qui ne connaît rien à la bande dessinée et qui est là parce qu'elle était fille d'un des fondateurs de l'association, mais qui est surtout là par opportunisme un peu notable, quoi, j'en sais rien. Donc on se retrouve avec des héritiers, des héritières qui se disputent le festival. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas au niveau de la notoriété de l'événement international que c'est censé être et qui est connu comme tel.
Non, parce que ce festival-là appartient d'abord aux autrices, aux auteurs, aux éditeurs, en tout cas ces intervenants du milieu, là, qui font vivre la bande dessinée. Oui, et dans toutes les tendances. C'est sûr que moi, je pèse pas lourd avec mon petit stand, mais c'est les gros éditeurs qui font tourner la boutique ici, et s'ils décident de plus venir, ça s'arrête, quoi. Mais ça change. Parce que moi, je trouve que ce que tu dis, j'ai l'impression de le sentir au Québec aussi. Une certaine mesure, cette espèce d'idée d'organisation des festivals, puis privilégier quelque chose de plus commercial, d'attirer encore toujours plus de gens. Puis moi, ça s'éloigne de ce que je trouvais intéressant. C'est des gangs de gens ensemble, on discute, on échange d'occasion, puis on vend des livres, mais c'est pas obsessif de vendre. Non. Fait que, quand je vois ça, je dis, on dirait que c'est quelque chose qui se passe dans toute la planète, mais au moins en Amérique du Nord aussi. Fait que je trouve ça particulier. Ça va un peu avec l'esprit global, hein, de marketing qui envahit tout, en fait. Donc là, depuis 3 ans, le président du jury, c'est plus un auteur de bande dessinée, c'est quelqu'un de people, de cinéma, de la chanson. Donc pourquoi pas dans le jury, mais président du jury, je vois pas trop, quoi. Donc là, on a Zabou Breitman. Je ne sais pas quel est son lien à la bande dessinée, et puis il y a des gens dans le jury, je ne sais pas du tout quel est leur lien à la bande dessinée, même la directrice artistique d'Angoulême, là, je ne sais pas quel est son lien à la bande dessinée, je ne sais pas s'il en a un, c'est un problème. Puis ça, c'est qui choisit ces gens-là? C'est le conseil d'administration. C'est monsieur Franck Bondou, c'est Franck Bondou, délégué de l'association qui choisit, qui met sa fille et qui choisit d'autres personnes et de plus en plus incompétentes, parce que les gens compétents ne restent pas, parce que c'est toxique. Mais enfin, on n'était pas là pour parler de ça. Non, d'ailleurs, en fait, avant de parler de votre chapeau d'auteur, je voulais quand même parler du chapeau que vous coiffez d'éditeur et du lien que vous entretenez avec le Québec. Bon, vous êtes l'un des cofondateurs de l'association, structure éditoriale à laquelle vous avez mis au catalogue Julie Doucet et Henriette Valium. D'ailleurs, Julie Doucet, c'est une des grandes autrices. Bien sûr. Point. Oui. On ne s'en tiendra pas à la géographie. Dans le cas d'Henriette Valium, et j'aimerais vous entendre là-dessus, vous avez publié ce que moi j'appelle un morceau de bravoure, et ce qu'aucun éditeur québécois aurait osé. Ou ose encore. Ou ose encore mais à ce jour ça publier. Probablement. Ça je peux en parler parce que c'était encore moi. D'ailleurs, c'est dans la période que j'ai assumé seul à l'association et où j'ai pu faire le plus de choses libres. Mais j'avais aussi la chance d'avoir les mains libres parce qu'on avait la trésorerie de Persépolis qui nous permettait de faire énormément de choses risquées, quoi. Pour toi, Valium, c'était risqué? Oui. La plupart des livres que je fais sont risqués. En général, ils ne sont pas faits pour être vendus par palette chez Auchan. Hein. On ne peut pas dire que vos livres sont consensuels. Non. Après, quand j'ai une bonne surprise, comme avec Sophie Darc, le Handbook, où il y a 2 prix, on en est au 3e tirage, je ne crache pas dessus, c'est très bien, mais ce n'était pas fait pour ça. Là, ça s'est un peu tassé, c'est pas Persépolis non plus, mais même Persépolis, c'était pas destiné à être un best-seller. Au début, on publie ça parce que c'est intéressant, et puis elle utilise la bande dessinée pour faire passer un message, et voilà, mais ça devient un succès planétaire qui permet de faire Henriette Valium. Donc, et pour ce livre-là, c'est Paquito Bonino, du Dernier Cri, qui m'a appelé pour me dire, moi je peux pas faire le truc de Valium, là, tu peux pas le faire. Je dis, si, bien sûr, viens, il est là à Marseille, alors je vais à Marseille, et puis à Valium, il a représenté cette scène d'ailleurs, et il m'a représenté sur le quai de la gare avec un dildo dans le cul et dans ma pisse. Donc voilà, on pouvait commencer à travailler. Tu devrais voir mes dédicaces de Valium, crise de calice de chien. D'ailleurs, dans le 3e numéro de l'Éprouvette, vous avez publié une correspondance avec Valium où il vous envoie un courriel, et c'est encore là, c'est extraordinaire parce que je l'ai relu dernièrement et... J'ai oublié ça. Alors, le dildo dans le cul, c'est que la pointe de l'iceberg. Hein, parce que dans le courriel,
c'est un courriel à la hauteur de Patrick d'Henriette Valium. Et pour vrai, j'étais très, très heureux de le relire parce que, bien égoïstement, j'entendais à nouveau Patrick et j'ai trouvé ça très, très touchant. Et voilà, c'est une parcelle de lui. Et moi, personnellement, je tiens à vous remercier parce que ce livre-là est très, très cher à mon cœur de lecteur, mais aussi, il est très cher dans mon travail de médiation parce que je m'intéresse à l'histoire de la bande dessinée québécoise et que j'y travaille beaucoup. Et c'était un livre impossible et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, merci beaucoup. Et lorsque vous quittez l'assaut et que vous fondez l'Apocalypse en 2012, le tout premier ouvrage que vous publiez, c'est Geneviève Castré. Oui. Alors vraiment, il y a un lien avec le Québec. Encore une fois, merci parce que c'est un album... Et en même temps, est-ce que c'est des coïncidences? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le talent des gens. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il y a une connexion entre Geneviève et Julie, quoi. Oui, évidemment. C'est sûr. Et bon, Geneviève, je l'ai connue au moment de Lapin. Donc on a commencé dans Lapin. Et puis elle a préféré me suivre à l'Apocalypse que de faire le projet à l'association. Bon, voilà, c'était cette époque un peu guéguerre où les auteurs, c'était un peu les enfants du divorce, il fallait qu'ils choisissent. Oui, il fallait choisir son camp. Hein? Comme moi, j'ai pas duré très longtemps, c'était vite vu, quoi. Et puis là, aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. C'est plus du tout une question fondamentale. Moi, je fais en dilettante des livres pour me faire plaisir. J'en attends aucun retour sur investissement ou de développement, quoi. Voilà. Mais on vous sent libre comme éditeur. Oui. Mais Susceptible, j'étais vraiment ravi. C'était un chef-d'œuvre. Et puis, et ça faisait beaucoup de plaisir à Geneviève d'être au début d'une histoire aussi d'édition. Donc, elle a le numéro 1 dans le catalogue. Oui. Et ça l'a touché beaucoup. Donc, voilà. Et vous en avez fait comme toujours, parce qu'on sent le souci de bien faire les choses. Vous en avez fait un très, très beau livre. Oui. Physiquement, c'est un bel objet. Oui. C'est aussi pour ça que ça n'a pas duré, l'Apocalypse, c'est que je prenais les plus beaux papiers. Après, il y avait d'autres titres. Celui de Geneviève, c'était pas le moins vendeur, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment difficiles à vendre, avec des papiers de luxe, quoi. Et puis en plus, des livres vendus pas du tout au prix qu'ils auraient dû être, quoi. Enfin, non, c'est n'importe quoi. Ouais. mais comment tu faisais pour financer? Parce que tout le monde veut faire des beaux livres comme toi. C'était ça. Pas tout le monde, mais nous autres, moi, je veux faire des beaux livres comme toi. Ça, à chaque fois, c'est un peu de l'argent de famille que je claque. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Donc, tu étais presque un mécène. Donc, il y a 12 ans, j'avais une certaine somme. Et puis, quand elle était au bout, j'ai dû faire arrêter. J'ai fait faillite. Et puis là, j'en ai encore une d'héritage. Bon, il se trouve que Rambock a fonctionné un peu avec ses prix et puis sa presse. Donc on est au 3e tirage et ça, finalement, c'est pas tant une catastrophe que ça, cette reprise. Okay. Et je fais un peu plus attention parce que mon idée, c'est de me faire plaisir plus longtemps, quoi. Okay. Ouais. Faire durer le plaisir. Mais bon, quand je fais les chroniques de Delfeille de Thon, vraiment, je m'attends à rien récupérer du tout sur les frais, quoi. Dans la période où l'Apocalypse a été mis sur glace, en tout cas, on a senti que vous avez repris le collier comme auteur. Et vous avez fait... Ah oui. Vous avez fait un album, un deuxième album plus classique dans sa forme. Vous avez fait un donjon au début des années 2000. Oui. Mais là, vous avez fait, chez Dargaud, en 2021, Quack. Attendez, je veux juste être sûr de bien dire le titre. Quack au Mont-Vérité. Oui. Et là, on est dans un... Et c'est... Ça m'a beaucoup amusé. Et on sent l'éditeur derrière, parce que le dos rond qui nous rappelle la grande période avec les Gaston Franquin. Ce qui m'a amusé, c'est de faire un album chez Dargaud avec du graphisme Dupuis. Voilà, donc c'est des petits... Le 30-40 est un peu truffé de trucs comme ça, de petits plaisirs de maniaques, de graphistes ou bien de collectionneurs. Donc voilà, ça m'a beaucoup amusé.
Mais on m'a vraiment foutu une paix royale chez Dargaud. Bon, il n'y en aura pas d'autres. Hein. C'était une grosse catastrophe commerciale également. Mais pourtant, quel plaisir de lire ça. Et je vais vous dire une chose. En lisant votre album, ça m'a rappelé Raymond Machereau. Oui. Cette espèce d'audace, de liberté aussi, de dire... en sachant pertinemment que vous étiez dans un catalogue où cette grande époque-là est depuis longtemps révolue. Oui, merci pour Machereau, c'est un de mes préférés de l'école belge avec Tilleux. Ouais. Alors bien sûr, je pensais à eux, à Franquin, mais aussi à la génération après, les Mandreka ou Fmur, qui m'ont beaucoup marqué et qui étaient chez Dargaud aussi. Donc finalement, c'était pas incohérent que je fasse un livre chez Dargaud en pensant à ces gens-là, quoi, à Mandreka ou Fmur ou Fred, ou Twiss, Friedman, qui était que dans Pilote, puisque c'est l'association qui a fait le livre 30 ans plus tard. Oui. Mais oui, l'histoire de la bande dessinée, toujours quelque part, quand je fais quelque chose, quoi, c'est vrai que j'aime bien les références, j'aime bien m'inscrire un peu dans un passé aussi, quoi. Et en même temps, cet album-là fait partie de cet univers que vous construisez. À chaque album, tout ça est interconnecté. Oui. D'ailleurs, vous avez publié dernièrement, à l'Apocalypse, Menu 30-40. Et là, vous avez fait un truc complètement dingue. Vous avez réactivé la collection 30-40 de Futuro, le vrai Futuro. Oui. Et donc, c'est le 30e qui se glisse à la suite des albums précédents. Et c'est Étienne Robial qui est crédité comme directeur de... C'est-à-dire que j'ai pas repris la collection 30-40, j'ai demandé à Étienne Robial de la reprendre, c'est-à-dire au créateur, quoi. Donc c'est tout à fait différent d'une reprise, je sais pas, comme Métal Hurlant par exemple, où c'est plus les mêmes personnes. Tout à fait. Ou bien d'autres cas comme ça. Là, c'est vraiment Robial qui a repris la collection. On en avait parlé à la première époque de l'Apocalypse déjà, et donc je l'ai relancé quand j'ai réexisté. Mais le truc, c'est que j'imaginais pas du tout que ce soit moi l'auteur. Que ça, c'est lui qui m'a dit. Ah bon? Ah ben non, j'ai pas relancé la collection pour m'éditer moi. Moi, je pensais à des gens plus âgés qui n'avaient pas eu leur 30-40 à l'époque, quoi, dans les années 70, 80, début 90. Et j'avais quelques idées, mais Robial a dit, c'est toi, Menu, qui commence. Ah. Alors là, j'ai tout d'un coup, j'y pensais pas, hein, honnêtement. Hein. Bon, donc ça a été une grosse pression parce que moi, si je voulais refaire la collection, c'est qu'elle est mythique pour moi, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée de passer après Tardy, Giraud, Crumb, Willem, etc., ça m'a un peu foutu le trac, quoi. Ça m'a mis sous pression. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et puis j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mais je suis très content qu'il existe maintenant. Et pourtant, ça tombe tout à fait sous le sens. C'est vraiment naturel. Ça paraît, mais ça ne l'était pas avant que... Ben d'ailleurs, lorsqu'on lit le mot de Robial en début d'album, c'est cyclique. En fait, il y a une boucle qui est bouclée. Là, parce je suis très touché par sa préface, mais c'est vrai qu'au fil des ans, on a fait beaucoup de choses ensemble, quoi. On a une relation amicale forte et qui tourne autour de projets clairs, quoi. Il y a eu le Comics 2000 dont il a fait le graphisme. On était allés ensemble voir la chaîne de fabrication de ce monstre. Ensuite, on a fait ensemble à l'association un livre de Kiki Picasso et Loulou Picasso. Donc c'était quasiment un livre de bazooka. Et là, c'était les deux Picasso qui m'ont dit, est-ce qu'on peut pas travailler avec Robial? J'ai dit, absolument, c'est parfait, quoi. Et donc on a fait ça à 4. C'est un très bon souvenir. Et puis il est aussi actionnaire de l'Apocalypse, quoi. Il soutient aussi en tant que financement, quoi. Et il a toujours été là depuis le début de l'association, en fait. Donc le 30-40, ça paraissait naturel, mais je n'avais pas pensé qu'il me demanderait de dessiner le premier. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi cette idée de boucle, parce que
dans 30-40, il y a notamment 2 récits autobiographiques où vous parlez, un récit où vous parlez de votre père et l'autre de votre mère. Ça faisait quand même un moment déjà que vous aviez emprunté cette voie-là de l'autobiographie, non? Ah ben oui, ça remonte au début des années 90. Avec Livret de famille. Oui, ouais. C'est-à-dire Livret de famille était un recueil de pages que je faisais dans la revue Lapin et Mune Comics, qui était un comic book chez Cornelius. Et donc c'est le moment où on s'est mis un peu à faire de l'autobiographie, le groupe fondateur de l'association, et à le systématiser un peu. On n'a jamais dit qu'on inventait l'autobiographie. Il y a certains journalistes qui ont prétendu ça, mais j'ai jamais dit ça. On n'a pas inventé le roman graphique non plus. Il y a des gens qui ont écrit ça quelque part. Mais c'est toi qui as inventé le 48cc. Oui. Ça, je revendique. J'adore ça. Je l'emploie à toutes les occasions que je peux. C'est comme une marque. Une marque déposée. Hein? Oui, c'est ça. Une espèce de norme ISO, je sais pas quoi, France, machin. Bref. Et c'était comment donc de revenir à cet aspect-là de votre pratique? Oui, j'ai toujours, là où ça rejoint le livret de famille, c'est que c'est des sujets très intimes, quoi. C'est-à-dire, le livret de famille, c'était autour de devenir père, expérimenter la paternité, représenter la naissance, et à l'époque, ça avait été très peu fait. Donc ça avait été remarqué aussi parce que c'était rare, et là je me rends compte que d'avoir donc traité le décès de mes parents, c'est aussi très peu fait jusqu'à maintenant, et ça a touché pas mal de gens parce que on est tous confrontés à la mort de nos parents, de proches, et aussi à la façon dont on traite la mort, c'est-à-dire, j'imagine qu'au Québec c'est comme en France, mais c'est devenu inhumain, c'est-à-dire on passe du funérarium en bagnole à un crématorium en bagnole, voilà. Il y a, l'expérience a été différente pour mes 2 parents qui sont décédés à 2 ans d'intervalle, alors qu'ils s'étaient séparés depuis toujours. En fait, j'ai jamais connu mes parents s'entendre, ils pouvaient pas se saquer. Ils sont restés beaucoup trop longtemps ensemble, et moi j'étais enfant unique au milieu de 2 parents qui se parlaient pas, quoi. C'était très très lourd. J'aurais préféré qu'ils s'engueulent, qu'ils se jettent des trucs à la figure plutôt que ce silence, quoi. Et mais bon, je les voyais l'un comme l'autre, et en plus ils étaient très différents. Donc j'ai aussi voulu faire 2 récits dans leur hommage, différents dans la structure. Mon père, c'est quelqu'un on peut dire franchouillard, quoi, quelqu'un d'un peu premier degré, à l'ancienne, quoi, au langage un peu grossier, même très grossier, râleur. Un homme entier. Oui, voilà, mais très français, quoi. Vraiment, genre, oh, quelle bande de cons, ceux-là. Non, mais, oh là là. Ah, mais je vais jamais voter, moi, c'est tous de la merde, c'est tout pourri, tout ça. Il n'y en a pas un pour remonter l'autre. Ce genre-là. Et puis il était assez classique, mon père, quoi. Il aurait aimé que ma mère, ce soit une femme au foyer. Mais le problème, c'est que ma mère, elle avait des ambitions, et elle a fait une carrière scientifique en commençant dans les années 60, ce qui était assez rare, de réussir à s'émanciper à travers une profession scientifique. Et donc elle était égyptologue, ce qui explique aussi beaucoup la présence des hiéroglyphes, pyramides, momies dans mon imaginaire. Et j'étais plus proche de ma mère, qui était quelqu'un d'un peu plus délicat, avec plusieurs facettes, et elle était en plus ma voisine à la campagne. Elle avait la maison d'à côté de la mienne, que j'ai dessinée dans le livre. Et donc, autant j'ai voulu faire une histoire linéaire pour mon père, qui corresponde un peu à son côté monobloc, quoi, autant avec ma mère, j'ai éprouvé le besoin d'être plus abstrait. Et donc j'ai mélangé 2 registres de narration, un qui était du carnet fait sur le vif pendant qu'elle était, sur ces derniers temps, en fait, sur ces dernières semaines à l'hôpital, et son décès.
et que j'avais fait pour les réseaux. En fait, c'était un carnet carré, je l'avais fait carré pour Instagram et pour dire aux gens un peu ce qui se passait, quoi, pour ne pas avoir à appeler tous les amis, puisqu'ils savaient que je traversais cette période difficile. Et dans un premier temps, je pensais retravailler cette matière-là. Puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas retravailler cette matière-là, qui était tellement spontanée que c'était du premier jet, mais ça ne pouvait pas être autrement. Donc je les ai mis tels quels en fait dans le livre, mais un peu comme s'ils étaient parsemés sur une autre grille narrative, où là on est dans des grands dessins de prénature, d'objets, en fait de ses postes de travail. Donc on voit sa bibliothèque, on voit la table sur laquelle elle travaillait, et donc et ça a été vachement important de le faire pour moi. Ça a été un moyen de faire mon deuil en fait, c'est-à-dire de m'installer dans sa maison et de dessiner chez elle. Ça a beaucoup mieux marché que d'y penser, d'essayer de communiquer. Enfin bon, voilà, quand on subit un deuil, on essaye un peu tout. Et si j'essayais de communiquer avec la personne qui est partie, en fait ça marche pas tellement. Alors que de me retrouver chez elle, de dessiner chez elle, oui, il y avait une communication un peu qui se faisait. Donc ce livre, en fait, c'est vrai que c'est les deux histoires qui sortent parce que elles ont été dures à faire. Je pense qu'elles sont dures à lire aussi. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'émotions, quoi. Et je me rends compte que c'est des sujets qui ont été peu abordés, peu traités, et puis qui parlent à tout le monde, quoi. C'est effectivement... moi je les ai lus la nuit dernière et... très touchant. Très touchant. Et très généreux aussi dans le souffle graphique, dans tout ce que c'est toujours sans concession. Et ça fait un bien fou de recevoir ça, parce qu'on se sent moins seul. Donc... c'est vraiment... Et l'objet est si beau. Et est-ce qu'il y en aura d'autres de 30-40, là? Est-ce que c'est... Pas de moi, ça serait étrange, mais de la collection, là, est-ce que... Oui. Oui. L'idée, c'est de reprendre la collection. C'est pas que moi, j'en fasse un et qu'on arrête, mais moi, j'en ferai pas un deuxième. Donc, on peut s'attendre à voir d'autres auteurs, comme vous disiez un peu plus tôt, qui n'ont pas eu ce traitement-là encore. Voilà, des plus âgés, ou même plus mon âge, plus jeune, je sais pas. Mais c'est Étienne Robial qui décide. Oui, c'est lui qui est directeur de collection, et voilà. Je sais, il a peut-être des idées derrière la tête, je ne le sais pas. Je peux lui suggérer de temps en temps un nom, mais il en fera ce qu'il voudra. Il a toujours été très ferme et il y a des amis chers à lui qui n'avaient pas droit à leur 30-40 parce qu'il n'aimait pas tant que ça leur travail, quoi. Je sais qu'ils étaient très amis avec Druillet, mais il n'a pas proposé à Druillet de faire un 30-40 alors que ça s'imposait vu le format des originaux de Druillet. Mais voilà, Druillet... Mais en même temps, c'est une stature. Je veux dire aussi, c'est ça le travail d'éditeur. Bien sûr. C'est dictatorial, l'édition, normalement. C'est pour ça que l'association qui voulait devenir démocratique avec des comités de lecture, ça marche pas, je suis désolé. On peut le voir, il n'y a plus d'identité, c'est pas la démocratie, c'est la vision de quelqu'un, quoi. C'est un travail chamanique, l'édition, c'est pas un travail démocratique. C'est beau d'entendre ça. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vrai. Mais ça, c'est quand Paquito dit pour rire qu'il est un dictateur, c'est vrai aussi. Lui, il laissera personne toucher au dernier cri, mais il a raison, c'est pour ça que c'est comme ça que ça a son identité. Et c'est vrai aussi dans l'histoire de l'édition en France. Les Pauvert, les Losfeld, c'était des gens sans concession qui avaient une vision de l'édition. Pauvert qui décide de rééditer ça dans pleine période de censure et qui va au procès, qui se fait les tribunaux parce qu'il y croit et il veut le faire. Alors que maintenant, Sade est dans la Pléiade, on a oublié ça, qu'il fallait braver la loi pour éditer le Marquis de Sade. Et pourtant, c'est pas si vieux, dans les années 50. Ouais, quand même. Voilà, pour le meilleur ou le pire, j'avais une vision de l'édition, quoi. C'est pas pour m'encenser, mais je sais que je l'avais et que je l'ai probablement toujours. Et
voilà. Et je pense pas qu'on puisse, comment dire, bon, il y avait effectivement l'association au début, c'était un groupe de 6 personnes qui discutaient, etc. Et on décidait ensemble de ce qu'on allait produire. Et puis après, je prenais le relais, je fabriquais le livre, mais il y a eu des dissensions. Et soit j'arrivais quand même à faire passer un projet qui n'était pas accepté par tout le monde, soit je l'enterrais à regret. Mais par contre, les 5 années où j'ai fait ce que je voulais, c'est ce que je revendique le plus dans mon métier d'éditeur, en fait. Parce que ce qu'a apporté Persepolis, c'est l'argent. Et ça a apporté aussi les dissensions, dans la mesure où, avant qu'il y ait beaucoup d'argent, les autres, certains autres, je ne sais pas si je les nomme, enfin disons l'aile droite de l'association, ne voulaient pas entendre parler d'expérimentation qui s'éloigne de la bande dessinée, de la narration pure et dure. Et moi j'avais envie de ça. J'avais envie, par exemple, le projet de Thomas Hoth, qui s'appelle La Grande Famiglia, où c'est un livre qui mélange narration, polar, dessin et photo, puisque c'est une installation en dessin sur des murs, mais le livre, c'est les photos de ça. Donc c'est un livre multimédia, mais c'est un livre, on n'est pas dans le numérique, là on n'est pas sur écran, mais un livre qui mélange tout. Et moi j'ai toujours eu envie d'aller vers ça, et l'aile droite n'a pas aimé ce projet, ne voulait pas le faire. Et on l'a fait uniquement parce que on avait une coédition avec la Suisse. Alors que ce livre s'est épuisé très vite, quoi. Et donc ce genre de projet, on me disait non, c'est pas possible parce qu'on doit garder l'argent pour faire de la bande dessinée. Ok. Mais quand il y a eu l'argent, on m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Mais alors, on a le fric pour le faire maintenant. Alors pourquoi pas le faire? Ouais. Parce qu'en fait, ça ne leur plaisait pas. C'était ça le truc. Mais en même temps, moi je crois qu'il faut avoir de l'expérimentation pour que le médium explore des autres avenues, pour qu'il reste vivant. Si c'est juste de la bande dessinée, narrative commerciale, ou si on reste tout le temps dans la même chose, ça reste pareil. Et puis il faut évoluer et essayer des choses. Puis Bien c'est sûr. ça que tu fais. Puis moi, je comprends pas que les gens ne voient pas que, peut-être c'est un tirage, on les vendra pas toutes, mais ce livre doit exister. Oui, je suis persuadé de ça. Mais on a quand même énormément dans la bande dessinée, de gens qui sont encore dans des schémas très anciens, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, le Grand Prix attribué à Anouk Ricard, il y a des gens qui montent sur leurs grands chevaux en disant que c'est un scandale, que c'est pas possible, que c'est truqué, etc. Comment peut-on donner le Grand Prix à quelqu'un qui dessine comme un gosse, c'est nul, etc. Enfin, on a vraiment des réactions comme ça de gens du mainstream, de la BD, quoi. Et la bande dessinée, elle est large, quoi. Mais on a toujours ça. Et depuis le départ, on a ça. On avait ça, l'écho des savanes, quand ça se conçoit, ça part contre les idées reçues en bande dessinée. Et même avant, Harakiri. Et en fait, on en est toujours un peu là. L'avantage d'Angoulême, c'est qu'on a toutes les tendances. Donc, mais que le problème, c'est que si ça va trop dans le commercial et qu'on perd l'aspect expérimental, on aura une foire, quoi. Alors que ça doit être un événement culturel avant tout. C'est ça le problème. Fait que tu dis qu'un festival doit être un événement culturel avant tout. Ouais. Oui, mais comment dire, je comprends bien qu'on peut avoir le commerce, mais il y en a qui comment dire, quand Dominique Radrizzani faisait Lausanne, il arrivait à trouver un point d'équilibre entre la bande dessinée d'auteur, expérimentale, et quelque chose d'assez familial qui attire un grand public, quoi, sans trop de problèmes, quoi. C'est possible, quoi. Il faut pas trop déconner non plus, quoi. C'est quand on met les schtroumpfs partout et qu'on demande à des burgers de faire le sponsor et puis que, je sais pas, non, il faut... Mais en même temps, il y a encore des ouvertures, puisque le système des Grands Prix, c'est la profession qui décide, et on se retrouve avec Anouk Ricard, dont j'adore le travail, Grand Prix. Donc c'est toujours paradoxal. Et Angoulême, ça a toujours été un peu ça, une espèce de jeu entre des pôles différents, et finalement des gens qui sont pas satisfaits, quoi. Moi, je suis pas content parce que il y a Lucky Luke Burger qui prend toute la presse, et puis le mainstream n'est pas content d'avoir Anouk Ricard. Voilà. Mais oui, c'est polarisant. En fait. Oui.
Et je pense que l'un peut coexister avec l'autre pour peu qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait un équilibre. Et puis dans Angoulême maintenant, et ça c'est nouveau depuis, on parlait de qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis l'époque de plate-bande, il y a plusieurs choses de nouvelles. Mais par exemple à Angoulême, il y a des off partout, il y a le off, il y a le off, voilà, c'est un peu partout dans la ville, il y a des gens qui s'installent. Il y a aussi des éditeurs qui ont fait sécession, comme les Requins Marteaux, qui sont plus jamais dans la bulle, ou bien Super Loto, ou des gens comme ça. Et peut-être qu'à Angoulême, là, le bazar va pousser d'autres structures comme moi à plutôt être dans un endroit squatté que d'être dans la Huine, parce que est-ce que j'ai intérêt à être dans la Huine, je ne sais pas. Quelque part oui, quelque part non. C'est toujours en mouvement. Voilà. Enfin bon, le scandale là, finalement, c'est bien qu'il existe, parce que ça crève l'abcès, et puis ça remet un peu tout à zéro. Et peut-être que l'autocrate de service, il va aussi se remettre en question, un minimum. On espère. C'est la grâce qu'on souhaite à tout le monde, parce qu'au final, les gens sera profitable pour tout le monde. Les gens qui ne se remettent pas en question ne sont pas très heureux. Il faut douter de soi-même, sinon, je ne sais pas, sinon on est un peu dans une psychose, quoi. Ou dans la connerie peu aussi, parce que... Je pense pas qu'il est con, je pense qu'il est... il devrait pas être à ce poste-là, parce qu'il a un côté un peu peut-être autiste, je sais pas, mais il a d'autres... il a des qualités cachées, mais il est très mauvais en relations publiques, et puis surtout, le pouvoir lui est monté à la tête, et il était déjà là quand Stéphane Beaujean faisait direction artistique, et le festival était d'excellente qualité, mais il était à sa place, il était au fond du couloir, et il faisait son marketing et sa communication, et on ne savait pas qui c'était Franck Bondou. On n'avait pas affaire à lui. Et c'est très bien, il faut quelqu'un qui fasse ce rôle-là, mais il ne faut pas que ce quelqu'un-là devienne, prenne la responsabilité de tout, et finalement, il n'y a plus de direction artistique, quoi. Enfin bon, on repart. C'est normal, on est à Angoulême, donc forcément j'en parle d'Angoulême, mais on n'est pas là pour parler d'Angoulême. En tout cas, une chose est sûre, votre plus récent album, Menu 30-40, il est magnifique et touchant. Et écoutez, de toute façon... Non, mais on n'a pas fini. Oui, on va nous mettre à la porte. D'accord. Parce que pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, actuellement, on est à l'hôtel de ville, à la salle de presse. Et la salle de presse ferme dans quelques instants, et le personnel nous le fait subtilement sentir. Ah, on a consenti à vous servir un verre d'eau? C'est bien? Oui. Alors, de toute façon, comme je vous disais... Mais moi si on peut finir, qu'est-ce qu'il y a pour toi dans l'avenir? Tu vas-tu toujours continuer à publier en faisant des histoires de ton côté? Qu'est-ce que tu entrevois? Mais j'en sais rien. Vos envies? J'ai adoré faire ce 30-40, parce que ce que j'adore, c'est, faire une sorte d'état des lieux, en fait, de toutes les facettes, les vieux personnages. Dans le 30-40, j'ai même ressorti la peau. Ouais. Je me suis amusé. La seule page du 30-40 qui ne soit pas inédite, c'est une planche que j'ai faite en 1988 et qui était restée unique. C'était censé être le début d'un feuilleton, mais il n'y a eu qu'une seule page. Mais j'aimais beaucoup cette page. J'avais passé une sorte de cap en la faisant, et voilà. Et là, je me suis amusé à faire la deuxième page, donc 35 ans après. Et je les mets en vis-à-vis dans le 30-40. Et la page 3, ce sera dans 35 ans aussi. Et voilà. À ce rythme-là, l'intégrale dans 400 ans. Dans quelques millénaires. Aucun souci avec ça. Et aucun souci avec le fait de publier quelque chose d'inachevé. Je travaille beaucoup sur le fragment, en fait. J'avais théorisé un peu ça dans la thèse. Je suis pas quelqu'un qui... Il n'y a que le Dargaud, en fait, qui est quelque chose de longue haleine que j'ai pu fabriquer. Sinon, je suis beaucoup dans la forme courte, dans le strip, les choses en une page, en quelques pages.
qui n'ont pas très bonne presse. Hein, on sait que ça, par exemple, un recueil de trucs courts, ça va très peu se vendre par rapport à une longue histoire. C'est pareil en littérature. Le recueil de nouvelles, ça se vend beaucoup moins qu'un roman. C'est dommage d'ailleurs. Et je comprends pas pourquoi. Parce que, voilà, moi j'adore ça. En bande dessinée, je sais pas, parmi mes choses préférées, il y a le Baron Noir de Goth et Pétillon, par exemple. C'est le meilleur strip politique qui a existé dans les années 70-80. Mais ça rentre pas dans les histoires de la bande dessinée. On oublie ces trucs-là. Parce que c'est des formes courtes. Alors que moi, c'est ce que je préfère faire. Et donc le 30-40, c'est que ça. C'est des formes courtes. Et c'est dense, quoi. C'est dense parce qu'il y a beaucoup de cases par page, mais c'est dense parce qu'on passe d'un univers à l'autre sans arrêt aussi. Et donc je ressors des choses qui ont 20, 30 ans. Verte et pas mûre, j'ai créé ça aussi il y a 35 ans. Là, il y a aussi la blague, l'humour de graphiste qu'on a avec Robiel, c'est-à-dire on met de la quadricomie dans la page centrale, un peu comme pour le Svart 30-40, qui avait droit à la quadricomie. Lui, c'était pour expliquer le bendé, la technique. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris à faire du bendé. Maintenant, ça n'a plus le cours. Donc, mettre de la quadri et puis utiliser ça juste pour des aplats, du cyan pur, du jaune pur et la superposition des deux pour le vert. Il n'y a même pas le magenta. Le magenta, on l'a que à la fin, dans une reprise en strip de ça. Et il y a 1 cm² d'utilisé par le magenta. Donc ça, c'est le genre de petit plaisir qu'on peut se faire. Voilà. Et c'est surtout les chefs de fab, les graphistes qui remarquent ce genre de choses. Mais voilà. Et puis. Et le rouge pour Faux-Tureau au début. Hein. Ça, c'est une coquetterie d'Étienne. Étienne qui m'a dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre le haut de Faux-Tureau en rouge ? Et c'est la seule chose en rouge du livre. Tout à fait. Et beaucoup de gens le remarquent pas. Ah pourtant, ça cogne comme une tonne de briques, je peux vous l'assurer. Moi, je l'ai vraiment trouvé très drôle. C'est très délicat, très raffiné. Et donc, et puis oui, c'est vrai que cet angle autobiographique, je ne l'avais pas fait depuis le livret de famille également, quoi. Ouais. Et puis bien sûr le Mont Vérité aussi. Ouais. En fait, tout l'univers de Menu, tout converge. C'est un peu en expansion. Et puis des fois, quelque chose peut rester en suspens 10 ans, quoi. Et puis je me mets à refaire ça et ça vient comme si c'était hier, quoi. C'est vraiment quelque part à l'intérieur de moi-même, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Le Mont Vérité, c'est comme si ça existait, comme si j'allais visiter, quoi. Tiens, j'allais au Mont Vérité aujourd'hui. Salut. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et puis tout de suite, il y a une histoire qui se fait, quoi. Donc, forcément, je vais reprendre ces trucs-là de temps en temps, quoi. Alors, là, je viens de faire un très grand format. Le prochain sera peut-être un tout petit format, ou un format carré. Ce sera peut-être chez un gros éditeur ou un autre éditeur. Aucune idée. Mais justement, j'aime bien que ce soit imprévisible, quoi, et que même moi, je ne sache pas. C'est ça qui fait la force du truc. Là, j'ai plutôt envie de faire presque une année sabbatique de bande dessinée, quoi, déjà de ranger mon bazar, ça c'est un besoin. Je le dis dans le livre d'ailleurs que j'en peux plus, mais c'est vrai, j'en peux plus. Parce que j'accumule vraiment trop, là. Moi, je viens de déménager, puis je me suis débarrassé de tellement de choses, mais je garde l'essentiel. C'est des choses qui me touchent, puis je veux garder, puis je veux relire, des objets. Là. Fait que des fois, ça fait du bien, c'est plus léger. Absolument. Mais moi, j'en suis plus à ce stade-là. Moi, je suis au stade où je suis dans mon lieu terminal et qui est grand. Et donc, il n'y a aucune restriction, quoi. J'espère que ça va être encore un bout de temps avant que ça soit terminal. Là. Oui. Mais je veux dire, je ne veux pas déménager, c'est ce que je voulais dire, quoi. Alors, on vous souhaite une bonne période introspective de rangement et on vous souhaite aussi de revenir en pleine forme comme auteur parce que vraiment, de renouer avec votre mythologie, si comme auteur, vous avez l'impression de rentrer à nouveau comme si c'était hier, comme lectrice et lecteur, c'est la même chose. Quand on vous lit, c'est comme de retrouver des amis qu'on n'a pas vu depuis un certain moment, mais comme si c'était hier. Et c'est vraiment l'impression, moi, au final, c'est vraiment l'impression qui m'a habité tout au long de la lecture de votre merci, ça me touche. album. Donc, merci beaucoup. C'est un peu ce que j'attends. C'est vrai que j'ai
pas beaucoup de lecteurs, mais qui sont hardcore, quoi. C'est vrai, mais t'en as beaucoup au Québec. C'est comme, je pense à mon amie Hélène Brosseau, qui avait tous tes petits comics là, sérigraphiés. Là, puis moi, j'en ai juste un. Mais moi, j'ai ma section menu, qui est à côté des autres. Mais puis je l'aime parce que chaque chose là-dedans, je peux les relire, puis il y a quelque chose, puis c'est fort, puis c'est bon. Merci. Merci à vous, Jean-Christophe Menu, d'avoir pris le temps de nous parler. Et je vous souhaite la santé, la paix au cœur, à l'esprit, et je vous souhaite un bon vent. Merci beaucoup, Montréal. Je vous souhaite de rester un pays. Et non pas un nouvel État. Merci beaucoup. On le prend avec nous et on ira au front. Merci, Jean-Christophe Menu. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.